Bonjour à tous, nous sommes le lundi 17 août et pour commencer le journal du jour, nous allons parler du trophée des champions, mais on va tout de suite enchaîner avec le Community Shield parce que oui, on avait non pas un mais deux matchs qui m'intéressaient particulièrement durant ce week-end, des matchs qui étaient synonymes de reprise des affaires courantes pour le champion de France, pour le champion d'Angleterre, avec deux beaux adversaires et pour cause. Vous l'avez vu pour le match français, c'est le RC Lens qui a été titré et c'est un petit événement tant le PSG nous a habitués à récolter tous les ans ce trophée des champions. On parlera ensuite de Cristiano Ronaldo qui a annoncé que ce serait sûrement sa dernière année en tant que footballeur professionnel, de la quête de numéro 9 du FC Barcelone et du drama Olympique de Marseille, mais faut préciser lequel étant donné qu'on en a tous les 2 jours. C'est cette fois Bruno Genesio qui s'est exprimé sur le brassard d'Heuberg et je vais vous donner mon avis parce que ça a beaucoup fait parler au cours de ce week-end. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Alors ça, les supporters du Paris Saint-Germain, ça s'appelle une défaite en finale. Je sais, ça fait longtemps que vous n'avez pas connu ça, faut vous rappeler un petit peu le principe. Quand tu disputes une finale, t'as pas forcément un titre à la fin en fait. Des fois, l'adversaire peut gagner et des fois, il est meilleur que toi. Et du coup, ce sont eux qui soulèvent le trophée et en l'occurrence, ce sont les Lensois. Bon, évidemment, j'explique ça, mais les supporters du PSG avaient beau avoir oublié ce qu'était la défaite en finale. Je pense pas que ça va les empêcher de dormir parce que le trophée des champions n'est pas forcément le trophée le plus prestigieux auquel peuvent aspirer les Parisiens. Il n'empêche que ça reste un trophée et que je suis extrêmement content de voir la joie des Lensois pour qui c'était évidemment un énorme événement. Victoire donc 1-0 du RC Lens dans le temps réglementaire. Buteur Florian Thauvin et vous voyez les compositions. C'était l'homme du match parce que selon moi, au-delà de son but, il a vraiment fait un très gros match, très juste sur son côté avec beaucoup d'animation dans le jeu. J'ai aussi beaucoup apprécié Gagnou et Risser, très fiables malgré l'expulsion d'Antonio qui aurait pu les fragiliser. Et du côté du Paris Saint-Germain, il y a beaucoup de choses à dire. On a eu Lucas Beraldo au poste de numéro 6, je l'ai trouvé intéressant défensivement, mais clairement pas au niveau dès qu'il s'agissait de porter un petit peu le jeu devant. Hakimi, j'avais peur pour son niveau de forme, mais paradoxalement, je l'ai trouvé plutôt en jambes, mais techniquement à côté de la plaque. Et Lucas Digne, il s'est fait défoncer par les supporters parisiens de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Il est évidemment sur la photo lors du but lensois, mais c'est pas le truc que je lui reproche le plus. Disons que globalement, il a quand même été à ses limites au cours de la rencontre. Et finalement, à part Désiré Doué, j'ai quand même beaucoup de critiques à faire sur les Parisiens. T'avais Akliouche en pointe, mais en réalité, il était en faux numéro 9, il a beaucoup permuté avec Doué. C'est pas pour moi le point rédhibitoire de l'équipe parisienne, parce que Paris a eu 2 occasions, mais Paris n'a pas réussi à les transformer. On peut vite se dire, ouais, faut un vrai numéro 9 dans cette équipe. Non, c'est juste que Désiré Doué a fait un bon match à mon goût, mais il n'a pas été très réaliste. Akliouche a manqué de réalisme également. Kvaratskhelia a aussi manqué de réalisme. Donc finalement, quand t'as des Lensois plutôt bien en place, plutôt solides, qui sur un tir raté profitent de ça pour marquer, ouais, si t'arrives pas à conclure les actions, tu te retrouves avec un énième match du PSG, parce qu'on a beaucoup connu ces matchs à Paris où tu domines, mais où t'arrives pas à tuer la rencontre. Mais pour autant, c'était pas déconnant pour un match qui arrive aussitôt dans la saison. Luis Enrique était plutôt satisfait de ses joueurs et je peux le comprendre. Moi, je vais surtout retenir la joie des Lensois, parce que Lens, c'était déjà la surprise de la saison passée, personne ne les voyait aussi haut dans le classement. Lens, ils ont quand même perdu Pierre Sage durant ce mercato estival, donc tu pouvais te dire que cette année allait être un peu plus complexe. Ils arrivent malgré tout à commencer la saison par un titre, ils vont disputer la Champions League en plus de la Ligue 1, bravo messieurs. La reconstruction de Manchester City a s'est heurtée à Arsenal. En fait, Arteta, il s'est dit ok, on est les Gunners et il est arrivé, il aura collé un 3-0 et pour vous donner l'équivalent en termes de reconstruction et de métaphore du bâtiment, c'est comme si Arteta, il était arrivé avec un boulet de démolition dans le château de sable qui est en train d'essayer de bâtir Maresca. Alors évidemment, je suis pas en train de tirer des conclusions définitives sur Manchester City, c'est le début du renouveau de ce projet post-Pep Guardiola, mais en tout cas du côté d'Arsenal, on est prêt, on a une saison de champion et on est prêt à la refaire encore une fois. Ça fait donc 3-0 pour les Gunners. Et c'était un match intéressant parce que du côté d'Arsenal, t'avais Bruno Guimaraes qui était aligné, t'avais Zolis qui était aligné. Et d'ailleurs, le grec, pour son premier match officiel, double passeur décisif, pas mal de passes audacieuses alors qu'il était plutôt reculé au niveau de ses touches de balle. Ça s'explique par le fait que Manchester City ait eu le ballon. Donc j'ai trouvé cette première vraiment très très intéressante. On a eu Odegaard qui
a été désigné par pas mal de médias comme l'homme du match et c'est amplement mérité. Il a été vraiment le maître à jouer de son équipe et la comparaison avec Foden en face a été assez cruelle. Et Arsenal, j'ai vraiment trouvé que c'était une équipe qui était sûre de son football, qui savait apporter du danger par bien des manières. Et en marquant extrêmement rapidement dès la première minute finalement, en ayant une défense qui est quand même une des meilleures du monde, mais en plus en pouvant faire rentrer un banc qui est exceptionnel, enfin regardez-moi ça, tu peux quand même avoir du Rice et du Saka qui rentrent en cours de match. Bah, ça fait du mal à Manchester City. Manchester City qui en plus a eu un secteur défensif qui quasiment dans son intégralité n'a pas été au niveau, donc franchement il n'y avait pas photo. D'un côté tu avais une équipe d'Arsenal qui était ultra prête, qui repose sur des bases très bien connues, qui a des recrues qui ont tout de suite réussi leur greffe, et de l'autre t'as un Manchester City qui a un projet ultra intéressant mais qui va avoir un peu besoin de temps, qui va pouvoir se juger seulement vers janvier-février, donc forcément 3-0, pas de débat. Une énième preuve que les fans de foot sont en réalité des chippies qui ne s'assument pas et qui adorent les magazines People. Aujourd'hui, tout le monde parle de Cristiano Ronaldo pour un article qui a été publié dans Vogue. Alors, pour l'expliquer, il y a quand même une déclaration incroyable entre deux commentaires sur la jupe de Georgina et le costume de Cristiano Ronaldo, puisque CR7 a annoncé que ce serait probablement sa dernière année de football. Alors, on peut pas lui en vouloir à Cristiano Ronaldo. Au cours du mois de février, il va fêter ses 42 ans. Je sais pas si on réalise à quel point jouer encore à haut niveau à 42 ans, c'est juste un exploit et ça vous montre un peu le monstre de professionnalisme qu'est Cristiano Ronaldo. Si on revient un petit peu sur sa carrière, on voit qu'il est pas loin des 1000 buts, c'est son fameux objectif avant de raccrocher les crampons. Il est à 976 et d'ailleurs j'avais jamais tilté sur son nombre de sélections, 233, c'est fou. En même temps, ça fait 23 ans qu'il est là avec le Portugal. 23 ans, c'est même pas l'âge de certains de ses coéquipiers, João Neves par exemple. Donc le modèle de durabilité de Cristiano Ronaldo, c'est incomparable. Et on a souvent eu tendance à avoir des hommages et des débats un peu parasités par le fameux débat Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Mais si on s'écarte un peu des fanboys et qu'on regarde la carrière de Ronaldo, ça va être une immense page du football contemporain qui va se tourner lorsqu'il va raccrocher les crampons. Ronaldo, au-delà d'être un monstre de performance durant des décennies, ça a également été un mec qui a vraiment influencé la perception du football et même une vision du sport chez pas mal de personnes. Il y a ce côté Ronaldo, il prend un soin absolu de son corps, c'est un bosseur de fou, il y a la réalité, il y a la partie légende. Mais en tout cas, il y a eu une vraie culture Cristiano Ronaldo au-delà de ses performances. Donc franchement, on verra si c'est bel et bien la fin pour lui. À mon avis, c'est mon petit prono, ça dépendra de sa capacité à avoir bel et bien ses 1000 buts dans sa carrière. Mais vu le rythme des saisons précédentes, même de la saison précédente, il devrait réussir à avoir ça. Donc grosse nouvelle, mine de rien. Et dans Vogue, je le redis. Comme quoi, faut s'attendre à tout. Est-ce que vous êtes prêts à avoir Nkunku ou Gyökeres du côté du FC Barcelone? C'est quoi ce bordel au niveau de la recherche des numéros 9? On a parlé de Mikotadze, de Nkunku, c'est désormais l'attaquant de pointe d'Arsenal qui ressort dans les rumeurs de transfert. Ça peut sembler assez improbable parce que sur le papier, Gyökeres, il n'est pas vu comme l'ami du ballon qui représenterait le mieux la philosophie du FC Barcelone, mais après tout, il n'était pas non plus le mec qui représentait le mieux le jeu d'Arsenal et il a quand même réussi à en faire une saison intéressante. Il faut remplacer Ferran Torres du côté de Barcelone. Tu sais que tu as envie de signer un certain attaquant de l'Atlético Madrid, mais du côté de l'Atlético, on veut pas lâcher Julián Álvarez, même si lui semble avoir envie d'aller du côté de Barcelone, donc il faut trouver des solutions alternatives. Alors évidemment, tout le monde a vanné la piste Gyökeres. Ça correspond pas à l'imaginaire que tu as du côté du Barça, mais je vais éviter de tirer sur l'ambulance et d'enfoncer des portes ouvertes. Je vais plutôt chercher pourquoi Gyökeres pourrait bel et bien intéresser le FC Barcelone. Le premier point, c'est à une compatibilité entre son profil athlétique et les exigences d'Hansi Flick. Tu le sais, l'entraîneur allemand a envie d'une équipe qui court beaucoup avec des attaquants qui font des efforts et même les plus grands haters de Gyökeres doivent lui reconnaître ça. C'est un joueur qui ne lâche jamais rien sur le terrain, qui est toujours hyper volontaire pour faire les déplacements et franchement, c'est une vraie machine. Le deuxième point,
Bah, c'est que ça reste un attaquant de qualité, ça paraît bête de dire ça, mais au-delà des compatibilités et incompatibilités de profil, Gyökeres, ça reste un mec qui t'apporte une garantie de but chaque saison, et ça, le FC Barcelone a besoin. Le troisième point, c'est que, ok, Gyökeres, c'est pas le mec que t'imagines le plus dans l'ADN FC Barcelone, mais c'était déjà le cas du côté d'Arsenal, et du coup, il est habitué à avoir des entraîneurs qui ont des préceptes de jeu parfois un petit peu loin de ses qualités naturelles. Passer d'Arsenal au FC Barcelone, c'est pas le truc le plus vide de sens du monde, et même si c'est surprenant par rapport à son profil, je le redis, même si Arsenal n'a pas vraiment joué comme le Barça la saison passée, je me dis qu'il y a quand même des préceptes de jeu qu'il a dû apprendre avec Arteta qui lui seront utiles du côté du Barça. Et enfin, le dernier point, il est un peu plus pragmatique, c'est que t'as qui en numéro 9 disponible sur le marché. C'est pas pour rien que le Barça se renseigne sur un nom aussi improbable que Nkunku, c'est pas pour rien que le Barça essaye de forcer pour Julián Álvarez malgré la volonté de Atlético de ne pas le lâcher, c'est qu'en fait des très bons numéros 9 qui sont achetables aujourd'hui sur le marché, il y en a assez peu, il faut voir les montants qu'on me demande aussi, mais ça s'envole très rapidement. Je suis curieux de voir ce que ça va donner, mais en tout cas je vous avoue que c'était pas dans mon bingo pour ce mercato. Est-ce que c'est déjà le bordel à l'Olympique de Marseille avec Bruno Genesio? Non, j'irai pas jusque-là, même si on a eu des news assez alarmistes sur le sujet. Je parle bien évidemment de ce qui a défrayé la chronique à Marseille durant ce week-end, le fait que Genesio a déclaré que ce n'était pas sa décision d'enlever le brassard de capitaine à Højbjerg, un Højbjerg qui était censé partir au cours de ce mercato, mais qui a refusé d'aller du côté de Newcastle. Tu m'étonnes, tu compares la ville, tu regardes Marseille et tu te dis que Marseille c'est bien d'y rester. Alors de mon côté, je vais pas être sensationnaliste ou alarmiste là-dessus. Il y a plein de trucs que je pointe du doigt du côté de Marseille qui m'inquiètent un peu, mais sur ça, je trouve pas ça déconnant. Déjà, c'est assumé du côté de Marseille. On a le journal L'Équipe qui nous en parle, c'est une décision qui a été prise de manière collégiale par la direction, et on s'attendait du côté de Marseille à ce que Bruno Genesio soit interrogé et soit honnête. Bruno Genesio, il n'a pas tiré à boulet rouge sur sa direction, il n'a pas dit que c'était scandaleux, il n'a pas insulté tout le monde, il a simplement dit que c'était pas une décision qui était de son fait, et c'est un truc qui est hyper courant dans le football. Évidemment, là, ça fait parler parce que c'est Marseille. Et Marseille, c'est comme le PSG. Ce sont les clubs les plus populaires de France. Donc, dès qu'il se passe un truc, on en parle beaucoup. Mais des joueurs qui sont mis à l'écart ou qui ont le brassard retiré ou qui ont un rôle qui change un peu pour des raisons extra-sportives, durant des périodes de mercato, ça se voit hyper souvent. Et là, c'est une décision qui répond clairement à ça. C'est pas une question sportive. Et en fait, en disant ça, Bruno Genesio, qu'est-ce qu'il dit ? Bah simplement que lui, il s'occupe du sportif, que ça, c'est pas une décision sportive, mais il va pas charger pour autant sa direction. Donc en fait, je trouve que c'est une communication transparente, plutôt saine, qu'il n'y a pas pour le moment de tension entre la direction et son entraîneur. Donc on en parle beaucoup parce que évidemment c'est Marseille et évidemment ça s'inscrit dans un contexte qui est très délicat, mais pour moi ça rappelle simplement un truc. Il faut que Bruno Genesio soit calme et droit dans ses bottes parce que la moindre petite déclaration, même si elle n'est pas polémique, donnera lieu à des polémiques. Terminé pour le journal du jour, je vous parlais du bordel marseillais. Pour terminer le journal, je vais vous parler du bordel parisien pour la vidéo de cet après-midi. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un recrutement avorté de gardien de but alors que tout était acté, à la plus grande surprise de tous les observateurs, parce que franchement, il suffisait d'apposer la signature de Suzuki pour que ça se fasse. On a eu un revirement de situation de dernière minute, apparemment dû à des agents, et je pense que ça vaut le coup d'en parler, parce qu'il y a des questions sur les non-concessions sportives du PSG qui sont particulièrement intéressantes, mais ça permettra également de faire un point sur cette valse des gardiens du côté de Paris. Va falloir trouver un autre gardien, parce que j'ai l'impression que c'est réglementaire le fait de recruter un numéro 1 bis chaque saison. Là, ils n'auront pas Suzuki, donc il va falloir trouver d'autres solutions. Je vous donne donc rendez-vous aux alentours de 17h, qui fait bien votre journée. Salut!